l'instant, nous allons commencer cette émission avec le Flash Info. Radio UC Lille. Les infos. En Algérie, la rupture entre l'armée et Bouteflika. Un recours à la Constitution est envisagé pour constater l'empêchement du président. La direction de l'armée a donc décidé de défier la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. C'est donc un grand rebondissement au plus haut niveau de l'État dans un contexte de crise algérienne. Un film sorti très récemment dans les salles à présent pour Dumbo, cette adaptation du long métrage d'animation des studios Disney. Le réalisateur Tim Burton s'est amusé à subvertir l'histoire en racontant une petite communauté d'artistes qui luttent pour échapper à l'emprise de l'argent. La possibilité de la privatisation de la Française des Jeux est à l'origine d'une grande agitation, justement dans le milieu des jeux. Une grande question se doit donc d'être posée et vient s'ajouter à l'incertitude du terrain de jeu de la FDJ ainsi que de son environnement réglementaire. Toujours en France, la réforme de la fonction publique fait actuellement les grands titres de la presse. Une vague de délocalisation des fonctionnaires des villes vers les zones rurales est sérieusement envisagée par le gouvernement. Cette initiative pourrait constituer une piste de sortie du grand débat voulu par Emmanuel Macron. Aux États-Unis, à présent, un appareil Boeing 737 MAX qui ne transportait aucun passager a dû atterrir d'urgence. L'avion se rendait en Californie et a dû retourner en Floride en raison d'un problème moteur. Les grandes plateformes web à présent. La réforme européenne du droit d'auteur qui a été adoptée par le Parlement européen protège les créateurs et vise à responsabiliser les plateformes. Parmi celles-ci, Google, Amazon et Facebook. Ce projet de directive a été décidé et fait suite à 2 ans et demi de discussion. La Syrie a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée au Golan. Beaucoup de membres de l'exécutif n'ont pas caché leur exaspération après que les États-Unis aient reconnu la souveraineté d'Israël. Enfin, direction Tahiti, où un prêtre a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs et incitation à la consommation excessive d'alcool. 2 hommes, adolescents à l'époque des faits, reprochent au prêtre de l'église Sainte-Thérèse des attouchements. C'est la première fois en Polynésie qu'un prêtre est impliqué dans la justice dans ce type d'affaires. Ces informations. Alors Armand, je crois que tu as aussi d'autres informations à nous donner. Oui, tout à fait, des informations de première importance comme d'habitude, c'est le JT décalé. D'abord, en plein vol, un passager s'éjecte accidentellement d'un Rafale. On l'a lu sur la dépêche.fr, le passager en place arrière d'un avion de chasse Rafale s'est éjecté de l'habitacle de l'appareil ce mercredi, peu après son décollage à Saint-Dizier en Haute-Marne. Et ça t'intéresse Rémi, je le sais. L'appareil a ainsi dû se reposer au sol avec la verrière brisée. Ont annoncé l'armée de l'air et le bureau enquête accident pour la sécurité de l'aéronautique d'État. Il a été immédiatement pris en charge par les secours et conduit à l'hôpital, mais son état de santé n'inspire pas d'inquiétude. En voilà un en tout cas qui a franchi le mur du con. Très drôle. Ça c'est un super rire hyper naturel, Rémi, merci. Ce politicien italien opposé au vaccin contre la varicelle vient d'attraper la varicelle, bien sûr. Massimiliano Fedriga n'aime pas les piqûres. Pour cet homme politique italien, membre de la Ligue d'extrême droite dirigée par Matteo Salvini, la décision du gouvernement italien d'imposer la vaccination contre 12 maladies était staliniste. Et ça, c'est un sacré karma. On a vraiment hâte que Christine Boutin attrape une femme ou encore que le cardinal Barbarin attrape un adulte. Allez, en Espagne maintenant, elle accouche d'un bébé noir et accuse son mari d'avoir bu trop de café. Les usagers de l'hôpital universitaire de Valence en Espagne ont été témoins le week-end dernier d'une dispute peu ordinaire entre une femme et son mari. Selon l'information rapportée par le site oyan.com, une jeune femme de 24 ans aurait accusé son mari d'avoir trop bu du café, ce qui serait à l'origine de la couleur noire que présente son enfant. On ne sait donc toujours pas qui c'est qui a fait ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas toute blanche dans cette affaire. On finit par 2 infos people. D'abord, des nouvelles de David Beckham. L'ex-joueur de football a été pris en train de téléphoner au volant dans les rues de Londres. Lui, qui a l'habitude de montrer le bon exemple, s'est raté sur ce coup-là. On rappelle que l'homme, l'ex-footballeur, c'est un fou de vitesse, en voiture ou en moto. En janvier, déjà, il avait été poursuivi pour excès de vitesse. Et pour la énième fois, on va finir par l'appeler David Beckham. C'est sûr. Allez, un peu d'infos people pour terminer. C'est de l'info de première importance. C'est que Justin Bieber et Hailey Baldwin partageraient le même shampoing. C'est en tout cas ce qu'affirme avec conviction le site internet du magazine Elle. Et ils auraient enquêté apparemment. Ils auraient enquêté, Rémi. Ils formeraient donc un couple fusionnel jusqu'aux pointes. Sacré scoop quand même. Sacré scoop de cheveux. En attendant, ils se sont toujours pas mariés, donc couple fusionnel.
Et en tout cas, Pas ouais, sûr. en tout cas, ils sont de mèche dans cette affaire. Encore une fois, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et sans transition, maintenant, on va parler de patinage avec Rémi. Et ça, ce sont de vraies infos. Radio UC Lille. Today, sport. Ce week-end ont eu lieu les championnats du monde de patinage artistique à Saitama au Japon. Ces championnats qui clôturent cette saison de patinage artistique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que si les championnats d'Europe ont été particulièrement brillants du point de vue des Français, malheureusement ce n'a pas été le cas pour les championnats du monde. On va commencer par les couples et notamment Vanessa James et Morgan Cypress. Alors on avait vu aux Jeux Olympiques qu'une petite défaillance pouvait perturber le programme des patineurs. Malheureusement, lors de l'échauffement au programme court, la patineuse française du couple Vanessa James a été victime d'une collision avec un patineur d'un autre couple, ce qui les a fortement perturbés. 7e après le programme court, il termine finalement 5e. Dans cette catégorie, les champions sont les Chinois Sui Wenjing et Hong Kong. Les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont pris la médaille d'argent. Et la médaille de bronze est allée également à des Russes, Natalia Zabiaiko et Alexander Henbert. Au niveau des hommes, un seul représentant français, Kevin Amos. Après sa 4e place au championnat d'Europe, il termine 11e de ces championnats du monde après une performance en demi-teinte. Une catégorie de haut vol remportée par l'américain Nathan Chen devant le nippon Yuzuru Hanyu qui évolue à domicile et un autre américain Vincent Zhou pour la médaille de bronze. À noter également la remontée spectaculaire d'Alexander Samarin qui est le champion d'Europe en titre, 20e après le programme court. Il termine 7e du libre pour un classement général de 12e. Chez les femmes, la seule française engagée, Laurine Lecavelier, après sa décevante performance au programme court, a pris 4 places au programme libre pour terminer 15e. C'est la Russe Alina Zagitova qui a remporté de main de maître la compétition devant la Kazakh Elisabeth Turzinbaeva. Celle-ci est devenue la première femme dans l'histoire du patinage artistique à atterrir un quadruple saut en compétition. Et la 3e place a été remportée par Evgenia Medvedeva. Enfin, on termine par la danse et la victoire sans contestation de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui ont par la même occasion établi un nouveau record mondial. Les seconds sont les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Salapov. Enfin, la 3e place est allée aux Américains Madison Hubel et Zachary Donohue, ce qui marque la fin de la saison de patinage artistique et des bons résultats de manière générale pour les patineurs français. Et maintenant, nous allons parler actualité et culture. Alors en ce moment, l'Algérie fait beaucoup parler d'elle, avec notamment les nombreuses manifestations que l'on peut voir partout en France. Mais l'Algérie est aussi un pays qui passionne à la fois par son histoire et par ses traditions et sa culture. Et on trouve notamment des tableaux sur l'Algérie avec une exposition au musée de la piscine de Roubaix, le printemps algérien, et on trouve notamment la collection de Gustave Guillaume. C'est ce que nous allons découvrir maintenant en télé avec le reportage d'Aurélien et Cathy. Le musée de la piscine de Roubaix, c'est un autre printemps algérien qui est en train de s'y dérouler. Depuis le 9 mars, le musée accueille une exposition sur l'Algérie avec la présence exceptionnelle de la collection de Gustave Guillaume, peintre orientaliste de renommée. Frédéric est venu spécialement de Paris pour admirer l'œuvre d'un peintre dont il apprécie la collection traditionnaliste. Qu'est-ce que j'ai le plus apprécié, c'est de découvrir un peintre justement qui est à la fois traditionnaliste, pas très loin du pointillisme aussi, pas très loin de... c'est un peintre du 19e qui est pleinement ancré dans son siècle et on sent bien qu'il résiste aux appels des impressionnistes. C'est une peinture qui pourtant est à l'époque, enfin à la fin du 19e, en plein dans le mouvement impressionniste. Et là, on sent une peinture qui s'accroche encore avec des clairs-obscurs à des choses beaucoup plus traditionnelles et ça nous montre une image de l'Algérie que je ne connaissais pas du tout, quoi. C'est absolument fantastique, quoi.
Si l'œuvre de Guillaumet suscite autant d'engouement, c'est peut-être grâce à sa peinture respectueuse des us et coutumes du pays. C'est un regard un peu inédit. On est habitué aux orientalistes qui vont montrer une Algérie fantasmée. Ici, c'est une Algérie de l'intérieur, avec beaucoup de respect par rapport à la population, une sensibilité, une empathie. Et effectivement, c'est un regard neuf que l'on redécouvre lors de cette rétrospective. La particularité, c'est ce travail porté à la lumière. Moi, c'est ça qui me fascine assez. L'utilisation de blancs, des blancs très, très forts, quelquefois des petites touches de rouge, des verts assez étonnants. Et puis, lorsqu'il est surtout aux portes du désert, à la Guatte, à Biskra, c'est cette volonté de traduire l'immensité de ces paysages du désert. Après, quand il est effectivement en Kabylie, dans les Aurès, là, on retrouve des paysages beaucoup plus montagneux. Face à l'immensité de son œuvre, chacun y va de son tableau préféré. Mon tableau préféré. Écoute, je crois que celui qui est derrière moi, c'est l'un de ceux c'est l'un de ceux que j'ai trouvé très beau. Ouais. Ah, c'est celui-ci. La source près du figuier. Parce que je trouve que ce tableau traduit très bien justement cette impression de chaleur extrêmement écrasante et puis ce bonheur d'avoir proche de soi cette source, ces femmes qui viennent chercher de l'eau qui est quand même la source de vie. Et on voit que dans ces oasis, il y a vraiment ce bonheur, ce fait d'être rassuré, avoir de l'eau, pouvoir entamer des cultures, vivre tout simplement. Une exposition à découvrir jusqu'au 2 juin. Cathy nous a rejoint sur le plateau du Media Lab pour nous parler justement de ce reportage et de cette exposition. Bonjour Cathy. Bonjour Armand. Alors déjà, on a envie de savoir, est-ce qu'il y avait du monde dans cette expo? Oui, j'ai été agréablement surprise de constater qu'il y avait du monde. Bon, après on a tourné le samedi et c'est connu que les gens sont plus susceptibles d'aller au musée le samedi ou le dimanche. Ensuite, cette collection de Gustave Guillaumet n'était pas la seule parce qu'il y avait également d'autres collections sur l'Algérie, même s'il faut reconnaître que celle de Gustave a attiré beaucoup de monde. Et comment tu expliques, toi, cet afflux, justement, de personnes? Je pense peut-être que c'est dû au fait que c'est la première expo dédiée à l'auteur depuis 1899, quand même. C'est assez inédit. C'est tellement inédit que le ministère de la Culture a jugé bon de classer cette expo d'intérêt national. Et donc, c'est une expo qui a été faite avec le concours du musée d'Orsay, qui a consenti à se dessaisir d'une partie riche de sa collection pour une longue période. Et donc, c'est assez inédit. C'est peut-être pourquoi les gens se sont rués vers cette expo. Oui, puis en plus, avec ce qui se passe en Algérie aussi. En Algérie, voilà, il y a... Ça fait un beau parallèle avec ça, en plus de ça. Exactement. Donc c'est jusqu'au 2 juin, vous avez dit. Exactement. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette expo? Alors moi, ce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'on a affaire à une peinture qui tranche avec l'orientalisme d'antan. C'est-à-dire qu'avant, on avait plutôt des représentations de femmes dénudées. Là, on ne voit pas ça et je trouve que c'est plus fidèle à la réalité, en fait. Et je trouve aussi qu'il montre beaucoup la pauvreté, la famine qu'a pu connaître l'Algérie. Et donc, on sent qu'il s'est imprégné de ce qu'il a pu vivre là-bas. Et moi, j'ai perçu personnellement de la sensibilité dans ce que j'ai vu. Voilà. Eh ben merci Cathy. On va continuer à parler de culture puisque c'est l'heure maintenant de l'indéboulonnable agenda culturel. On va commencer tout d'abord par parler de l'île Mania. Effectivement, l'île Série Mania, c'est l'événement du moment. Un événement unique en son genre, entièrement consacré aux séries, à ceux qui la font comme à ceux qui la regardent. Hier, les Lillois ont pu approcher Yuma Thurman devant la chambre de commerce. Elle a signé des autographes et s'est prêtée au jeu des photos avant de donner une masterclass au nouveau siècle. Mais vous n'avez pas tout raté si vous n'y étiez pas, car il reste 3 jours et il vous reste des choses à faire. Si vous êtes fada des Simpsons, par exemple, vous pouvez aller vous prélasser dans leur fameux canapé dans Euralil, où le décor a été complètement reconstitué. Si vous êtes plus Casa des Papel, rendez-vous au Tripostal pour vous plonger dans l'univers de la série dans laquelle El Professor se sert de son intelligence sans même devoir se taguer le plan de la Maison de la Monnaie sur le torse. Demain, ce seront les fans de la série 10% qui vont être ravis. À 14h à l'UGC, vous pourrez venir discuter avec ses actrices et ses acteurs.
À 16h encore au Tripostal. Il vous offre même une séance de dédicace. Enfin, si vous préférez avoir un petit mélange d'acteurs et de stars venus de toutes parts, venez les voir défiler sur le tapis rouge tous les soirs au Nouveau Siècle. Mais la meilleure opportunité, et ça c'est moi qui vous le dis, ce sera samedi soir à 20h. Pour la cérémonie de clôture sont attendus entre autres Freddie Highmore, Julie Gaillet, Audrey Fleurot, Pablo Mira et des dizaines d'autres personnalités. Pour les férus d'exposition maintenant, on en parlait tout à l'heure, là aussi il y a du choix. À l'office de congrès à Riour, venez découvrir la vie lilloise durant la Première Guerre mondiale. Le territoire lillois est l'un des premiers à passer sous occupation allemande en octobre 1914. Vous serez plongé dans cette vie quotidienne marquée par les destructions, les réquisitions et les restrictions. Beaucoup de mots en ion du coup. L'exposition encore reviendra aussi sur quelques figures emblématiques de cette période. Dépêchez-vous, ce court événement fermera ses portes vendredi. Une exposition cette fois-ci à la New Art Gallery nous emmène en Asie. C'est Anne Lin qui fait partie du collectif Nos Lillois ont du talent. Elle est une artiste peintre taïwanaise qui vit depuis 15 ans en France et à Lille. Vous pouvez venir découvrir ses peintures sur le thème des saisons et de la fleur inspirée de son continent natal. C'est fabuleux. Et c'est jusqu'au 27 avril. Enfin, pour finir, une dernière expo, c'est pour ceux qui sont plus intéressés par l'univers de Picasso et de l'art abstrait. Vous pourrez découvrir le peintre flamand Bart van de Vigever, je l'ai bien dit. Sa peinture laisse un véritable champ à l'imagination. Son style propre à lui étonnera les plus intéressés. C'est gratuit et c'est jusqu'au 12 avril au Centre d'art plastique et visuel de Lille, proche de Gambetta. On va rester dans la culture après tout ça, après un bon paquet d'infos, mais on va passer au format radio avec Rémi. Et Rémi, tu as quelque chose à faire écouter à Aurélien, je crois. UCLIL. Today. Culture. Alors Aurélien, je vais faire écouter un extrait, tu vas me dire si tu reconnais la chanson. Très bien. Alors, ça me dit quelque chose, ça serait pas This is the Life d'Amy McDonald ? effectivement, tu as tout bon. Alors Amy McDonald, donc la célèbre chanteuse écossaise, était en concert hier soir à Paris, plus précisément à l'Élysée-Montmartre, dans le cadre de sa tournée européenne. Celle-ci s'inscrit dans la continuité de la sortie fin 2018 de son best-of, intitulé Woman of the World, retraçant ses 11 ans de carrière. La première partie du concert hier soir a été assurée par Ross Borough, un chanteur irlandais au son rock se rapprochant du grunge. En gros, cela m'a fait penser entre le son des Cranberries et du groupe Q, mais dans les années 2000. Et c'est à 20h30 que la star écossaise a fait son entrée sur la scène et a débuté son show par son dernier single Woman of the World, un des 2 titres inédits de son best-of. Ensuite, pendant 1h30 de concert, elle a enchaîné les chansons, donc 19 au total, en alternant les grands succès, mais aussi des chansons beaucoup moins connues ou qui ont été chantées très rarement en live, comme Left That Body Long Ago. Parmi les chansons qui ont le plus soulevé la foule, on peut noter bien sûr This Is The Life, qui est sans doute la chanson la plus connue d'Amy McDonald à travers le monde, ou encore Dream On de son dernier album original Under Stars. Après avoir donc enchanté le public parisien hier soir avec son accent écossais, Amy McDonald continue sa tournée européenne dès demain en Allemagne. Après ce petit crochet en radio musicale, nous retournons à la télé avec Armand et son invité. Eh oui, c'est Antoine qui nous a rejoint. Son visage ne vous est peut-être pas familier, j'espère, parce qu'il était là juste avant. Du coup, il nous a rejoint. Nous, on n'a pas de coulisses, puisqu'on est 4 à faire cette émission. Donc peut-être que tu peux nous dire un mot sur les coulisses. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde a déserté, là, parce que c'est la dernière heure d'émission? Alors là, c'est la dernière heure, donc il n'y a plus grand monde dans le desk. Je vois juste Cyril qui est là-bas, qui attend et qui nous voit et qui nous écoute, qui nous regarde. Mais sinon, il n'y a plus grand monde dans le desk. Presque tout le monde est parti. Il reste encore quelques irréductibles. Mais
mais le plus grand est parti. Alors, comment ça s'est passé, votre boulot sur l'heure juste avant? Alors, nous, on était en pleine préparation, alors tu comprends bien qu'on n'a pas pu regarder, on regardera en replay dans ton Je t'invite à regarder en replay. Bien sûr. T'étais notre fil rouge à Cyril et à moi. C'est vrai tout le long de l'émission. On a vu que j'étais en plein boulot, on l'a vu. Et du coup, ça s'est bien passé, le travail de préparation, tout ça, le niveau organisation? Ouais, très bien, on s'est bien réparti avec les 4 filles, donc Angèle, Ivoire, Juliette et Léonie, et Cyril et moi, du coup. Donc on était 6, on s'est assez bien réparti les travaux à réaliser, à faire. On a tenu un timing très bon. On s'est arrêté à 59 temps, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même beau. Il manquait 30 secondes, mais on va pas faire la difficile. Oui, les 30 secondes, ils y seront. Et du coup, toi, c'est quoi ta spécialité? Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais là? On parle toujours de la journée ou parle de la journée et en général. Alors, si tu as pris les coulisses, est-ce que c'est parce que c'était ton attrait, ce que tu voulais faire? Ça nous était un peu égal avec Cyril. Après, on a quand même été galant. On a demandé aux filles, est-ce que quelqu'un veut faire les coulisses? Est-ce que quelqu'un se propose? Il y a eu 4 noms. Donc on s'est senti aussi un peu obligé d'y aller, quoi. Donc en tant que M2, et on s'est dit, bon, faut prendre nos responsabilités quand même un peu. Donc on s'est proposé à faire les coulisses. Ça s'est bien déroulé, je pense. Oui, ça a été. Faudra demander à ceux qui nous ont regardés et écoutés. Et j'espère que ça a été. Et sinon, donc toi, tu es étudiant en master de journalisme. Toi, c'est quoi ton domaine de prédilection? Plutôt la télé, presse écrite, radio, peut-être un peu moins, mais je ne vais pas le dire trop fort parce que Julien Castagnoli nous écoute. Mais non, du coup, plutôt télé, derrière la caméra, si possible. Et presse écrite aussi. Enfin, après, je suis pas très difficile de ce niveau. J'aime bien les 3 médias, donc tout me va. Et c'est quoi ton rêve? On a un peu de retard sur le timing, ouais, c'est pour ça. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est quoi ton rêve? Non, dans l'absolu, j'aime bien les formats. Je pense que tu connais aussi Intérieur Sport. Donc tout ce qui est sport documentaire, des formats qui sont assez longs, qui font une 50aine de minutes. Et donc, qui vont suivre un sportif ou une discipline ou une course, par exemple. Et donc, c'est toujours des reportages qui sont super intéressants et beaux à voir. Ça, c'est sûr. Et je crois que tu prépares un petit documentaire dans ce format-là. Je ne veux pas le survendre non plus. Parce que les M2 préparent leur documentaire pour l'année prochaine. On vous invite, c'est en septembre. Vous avez encore le temps de bloquer la date. Je ne l'ai pas en tête, malheureusement. Moi non plus. Ouais. tu me poses une colle après. Pour la remise des récompenses pour le fameux concours du documentaire des M2 de journalisme. Est-ce que tu connais le Clean Up Challenge? Ouais, je connais un peu, ouais. Et Cathy, elle va t'en parler, mais tu connais déjà, c'est dommage. Je connais, mais je connais pas assez, justement, j'attends les... Allez, Cathy, c'est à toi. Voilà, et donc je vais vous parler d'un tout autre sujet maintenant. Je vais vous parler d'un hashtag, d'un challenge dont le hashtag est en train de fleurir sur le web et il est en train de faire des émules. Je veux parler donc du Trash Challenge. Jusque-là, le net nous avait habitués à des défis plutôt loufoques, voire dangereux. Cette fois-ci, c'est un défi écologique qui s'est emparé de la toile et qui est en train d'être repris par tous les internautes pour le grand bonheur de la planète. Alors, le Trash Challenge ou Clean Up Challenge, si vous préférez, c'est très simple. Il suffit juste de se photographier sur un terrain souillé par des immondices, des détritus, se photographier, le nettoyer et ensuite se refotographier. J'espère que vous me suivez un peu. En fait, c'est simple. Il faut juste faire un avant et un après donc, de ce que vous avez nettoyé. Donc, c'est un défi qui a commencé le 5 mars. Il a été lancé par un jeune qui s'appelle Byron Roman, qui l'a fait sur Facebook. Alors, il l'a fait. Le post a été partagé près de 321 000 fois. Donc, il s'est retrouvé tout d'un coup assailli par le buzz, à telle enseigne qu'il a dû supprimer son compte Facebook. Et donc, depuis lors, les gens le reprennent encore et encore, du Bénin, en passant par le Sénégal ou en Inde, comme vous pouvez le voir au niveau des images. Et donc, à vos balais et participez, ça va faire du bien à la planète. Voilà. C'est une belle initiative en tout cas, comme on en trouve rarement. Je ne sais pas si vous avez déjà participé. Il existe des clean walls, enfin des marches. Ouais, clean walls, il y en a eu une à Lille il y a quelques jours, la semaine dernière. Et le principe est génial en tout cas. Il y a eu pas mal de challenges, c'est ce que Cathy disait, qui n'était pas forcément très intéressant et très intéressant tout court pour pas dire autre chose. Et là pour le coup c'est intelligent et tout. Parfait. C'est mieux que de lancer du fromage sur son bébé, on est d'accord. Ou de conduire les yeux fermés. On sait que tu l'as fait, mais n'en parle pas trop. Oui, bien sûr. RIP mon petit frère. Merci en tout cas Antoine et Cathy d'avoir été avec nous. Tout de suite, on va passer au rappel des titres d'Aurélien. C'est l'essentiel de l'actualité. Radio UC Lille.
les infos. En Algérie, la rupture entre l'armée et Bouteflika. Un recours à la Constitution est envisagé pour constater l'empêchement du président. La direction de l'armée a donc décidé de défier la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. C'est donc un grand rebondissement au plus haut niveau de l'État dans un contexte de crise algérienne. Un film sorti très récemment dans les salles pour Dumbo, cette adaptation du long métrage d'animation des studios Disney, le réalisateur Tim Burton s'est amusé à subvertir l'histoire en racontant une petite communauté d'artistes qui luttent pour échapper à l'emprise de l'argent. La possibilité de la privatisation de la Française des Jeux est à l'origine d'une grande agitation. Une grande question se doit donc d'être posée et vient s'ajouter à l'incertitude du terrain de jeu de la FDJ ainsi que de son environnement réglementaire. Toujours en France, la réforme de la fonction publique fait actuellement les grands titres de la presse. Une vague de délocalisation des fonctionnaires des villes vers les zones rurales est sérieusement envisagée par le gouvernement. Cette initiative pourrait constituer une piste de sortie du grand débat voulu par Emmanuel Macron. Aux États-Unis à présent, un appareil Boeing 737 MAX qui ne transportait aucun passager a dû atterrir d'urgence. L'avion se trouvait en Californie et a dû retourner en Floride en raison d'un problème moteur. Les grandes plateformes web à présent, la réforme européenne du droit d'auteur qui a été adoptée par le Parlement européen, protège les créateurs et vise à responsabiliser les plateformes. Parmi celles-ci, Google, Amazon et Facebook. Ce projet de directive a été décidé et fait suite à 2 ans et demi de discussion. La Syrie a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée au Golan. Beaucoup de membres de l'exécutif onusien n'ont pas caché leur exaspération après que les États-Unis aient reconnu la souveraineté d'Israël. Enfin, direction Tahiti, où un prêtre a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs et incitation à la consommation excessive d'alcool. 2 hommes, adolescents à l'époque des faits, reprochent au prêtre de l'église Sainte-Hélène des attouchements. C'est la première fois en Polynésie qu'un prêtre est impliqué par la justice dans ce type d'affaires. Merci Aurélien pour ce point complet sur l'information, et Cathy et Armand nous ont rejoints autour de cette table. Et Armand, je crois que tu as un invité pour nous, un jeune rappeur à nous faire découvrir. Oui, c'est ça, il est amiénois, il est jeune, il a tout à fait changé de cap, il s'appelle Double T, et avant de l'avoir au téléphone, on va s'écouter un petit medley de sa musique. Assis devant une piscine vide, à quoi me servent mes leçons ainsi que tout ce que j'ai appris. Le train de ma vie m'a semé quand je sommeillais sur mon sommier. Souvent je me sens assommé comme Newton sous son pommier. Comme Newton sous son pommier. Papa, maman, je vous ai déçu, je suis un peu perdu, mais la musique m'appelle, m'apaise. Quand je me sens tendu, l'impression que j'ai laissé ne me fout pas la pression. Non, les gens se font leur avis, moi ma vie ça sera ma passion. N'amasse pas mousse, la pression je l'ai pas, je la bois, c'est comme ça que je ramasse ta zouze. Dans ma loge imaginaire, y a du champagne et plein de compagnes qui m'accompagnent. J'ai hâte de voir les scélérats qui reviendront quand je serai célèbre, accélérant, quittant les rangs pour sceller mon esprit céleste. Si j'ai décidé de céder, c'est pour faire une selle de ses faits. J'ai délesté tout amour propre pour faire du sale à celle qui reste. Tu vois, je suis heureux de vivre, y a pas de soucis, mais j'ai la dalle, viens on se commande des sushis. Je roule des mécaniques et des méga connes, j'ai la technique, j'évite les méga connes, ouais, les méga connes, toutes celles qui m'attirent, elles sont méga bonnes, et puis d'un coup ceux. Pas de Johanna dans la piscine, non pas de pute ici, que Johanna, que la famille, des potes et des disciples, petit chat mono et des turquoises. Tu passes et la d'ici, pourquoi il fallu que tu me croises? Je plonge dans la piscine, mes soucis disparaissent, ces vapeurs sont invisibles. Qui dit oh disparaissent, ne nous noie pas dans cet univers triste, y'a qu'à la surface qu'on deviendra artiste. Justement, Théo, t'es avec nous, comment ça va Théo? Est-ce que t'es là? Salut Armand, ouais, je suis là. Alors justement, la dernière phrase qu'on t'entend dire dans la piscine, là, dans l'extrait en tout cas que j'ai passé, c'est devenir artiste. Donc au départ, t'avais pas pris ce chemin-là. Raconte-nous pourquoi t'as changé de voix. Est-ce que c'était ton rêve ou pas? Ah, d'ailleurs, j'ai pas entendu l'extrait, mais bon, c'est pas grave parce que je connais mes chansons, donc ça va. Mais ça tombe bien. Et puis bonjour tout le monde en fait. Alors pour répondre à ta question, Armand, depuis que je suis petit, je fais un peu de musique. Je fais de la guitare, après j'ai mixé un petit peu, et puis c'était que des passe-temps, on va dire. Et je me suis vraiment pris par le jeu de l'écriture, à tel point que ça m'a un peu
manger, et du coup, ça a pris le dessus sur le reste, et c'est devenu un peu évident par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu faisais justement, parce que moi je le sais parce que je te connais un peu, t'avais commencé tes études, et tu peux nous raconter justement quand est-ce que ça a pris le dessus sur tes études? Comme tu l'as dit, j'étais à Miennois, donc après je suis parti à Lille faire mes études, donc j'étais à l'IESEG, donc à Lille, et après à la Cato, et au final ça a pris le dessus un jour où j'avais un exercice de maths à faire, qu'au bout de 20 minutes d'exercice, j'ai un peu lâché le truc et que je me suis du coup mis à écrire quelque chose, et que je suis resté sur une phrase pendant environ 1 heure et demie pour qu'elle sonne le mieux possible, et à ce moment-là j'ai vu ma montre, j'ai fait ok, il se passe quelque chose, quoi. Donc j'ai dit stop à tout ça, et je me suis lancé à fond dans la musique. Alors la question qu'on se pose un peu, c'est comment on annonce ça à ses parents ou à sa famille justement que tu vas quitter l'IESEG pour essayer de te lancer là-dedans? Je leur ai annoncé avec du coup le premier morceau que t'as passé, ouais, qui à l'époque qui s'appelle Le fruit de ma passion. À l'époque, du coup, c'était le premier morceau que j'ai fait. Ça ressemble plus vraiment à ce que je fais d'ailleurs maintenant, mais c'est marrant d'en reparler. Et du coup, je leur ai annoncé avec ça, en leur expliquant, parce que bon, comme si mes parents me connaissaient un petit peu, et ils savaient que je passais déjà pas mal de temps à faire ça. Et écoute, ils m'ont suivi parce que ils ont bien aimé le titre, et qu'ils se sont dit que il faut faire ce qu'on aime dans la vie, quoi. Donc si on peut essayer de le faire, ils m'ont laissé la chance d'essayer de le faire. Mais ça donne ce que ça donne aujourd'hui, donc voilà, je suis assez content. Et justement, voilà, tu devais être avec nous aujourd'hui pour en parler en physique, mais t'as pas pu à cause d'une répète pour un concert qui se tient demain, c'était un peu urgent. Alors dis-nous en plus ce que tu fais demain. C'est ça, je suis désolé, je devais être présent, et au final on a un concert demain, et on devait répéter. On a eu des galères de répète, et du coup on a dû répéter aujourd'hui, donc ça s'est un peu mal goupillé. Donc je suis navré, mais du coup, comme tu l'as dit, on a un concert demain, on joue à Amiens au Coliseum, donc sur la grande patinoire du Coliseum qu'ils vont recouvrir, et on joue avec un pote qui s'appelle ZS, et surtout 2 groupes un peu plus connus qui s'appellent Voyou et The Pirouettes, donc 2 groupes français, pour un événement qui s'appelle le FAEP Festival. C'est le festival des Fédération des Assos Picard. Et tu peux d'ores et déjà nous dire que ça va envoyer ça du lourd demain? Eh bien écoute, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué, et là on a un nouveau set à envoyer demain, donc on est très très content, on a très hâte. Ça va changer un peu de ce qu'on faisait avant. Ouais. Donc tout à l'heure on a écouté l'extrait tout à l'heure de La Piscine, donc c'était le dernier titre que j'ai passé dans le medley, et c'est le premier titre de ton nouveau projet, donc il est tout frais, il est sorti il y a un mois. Comment il a été perçu ton titre? Est-ce que tu as eu des retours, et à quoi on peut s'attendre par la suite? Et je crois même que tu vas nous donner en exclu le nom de ce projet. Exactement. Les gens vont presque croire qu'on a parlé avant. Ah, c'est incroyable, ils vont croire que c'est préparé. C'est fou. Mais non, en vrai, donc du coup, premier single de mon nouvel EP. Donc il a été bien perçu, je suis content. Donc en termes de vues, on est assez content de ce qu'on fait, mais c'était la première fois qu'on lançait directement sur YouTube, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On a eu beaucoup de messages et de force des gens, et surtout c'est le premier morceau qu'on a lancé sur les plateformes de streaming, donc on voit que les gens le mettent en playlist, ça fait plaisir, c'est cool. Et du coup, comme tu l'as dit, c'est le premier morceau d'un projet qui s'appelle Somnium. Somnium, ça veut dire rêver en latin. Ouais. Et du coup, c'est le nom de mon futur EP qui sortira d'ici un mois à peu près. Ok, donc début mai, fin avril. La date n'est pas encore fixée à cause de gens comme PNL qui sortent des trop gros tubes. Et on a peur de passer à côté. Et en tout cas, t'as déjà tout ton album de prêt, c'est ça? Il y a combien de morceaux? Alors, il y en a 6. Ouais. Et il y a des surprises qui arrivent juste après. Ça, c'est bon, ça. Qui sont en lien avec l'album directement. Enfin, avec l'EP. Et alors du coup, on a hâte d'entendre ça. Moi, j'ai écouté tous tes albums, surtout le dernier album, avec La Bise dedans, je crois. C'était super. Depuis ton premier titre, donc Le fruit de ma passion, on en a parlé tout à l'heure. Quand tu te retournes sur justement le fait d'avoir changé de voix, est-ce que tu as des regrets, ou est-ce que tu es satisfait Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement? Je regrette pas, parce que du coup, chaque jour, j'arrive à vraiment je sais pourquoi je me lève, quoi, tu vois. Ouais. En fait. Et du coup, par rapport à ça, je regrette pas.
Après, c'est pas facile tous les jours parce que c'est un choix compliqué et qu'on n'est pas du tout arrivé au bout, même s'il y a eu des belles choses jusque-là. Mais en tout cas, c'est... Non, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose. Peut-être que je bosserai encore plus à la limite. Ouais. Que j'essaierai de sortir mes trucs plus vite ou de m'entourer des bonnes personnes directement, je ne sais pas. Mais sinon, là, actuellement, on est très content du produit fini et moi, je suis super fier d'avoir réussi à faire le projet exactement comme je voulais, même si ça m'a pris du temps. Et ton plus beau souvenir, c'est quoi? Est-ce que ça reste quand même le Main Square? Parce qu'il faut quand même le rappeler que tu as joué sur la scène du Main Square. Ouais, l'an dernier, on a remporté le tremplin du Main Square, donc parmi tous les gens qui ont participé dans le Nord. Donc on est super fiers de ça. En fait, c'est chiant un peu d'en parler tout le temps parce que du coup, tu as l'impression que tu te la joues, genre tu as joué sur la scène alors que tu as gagné un tremplin, mais en fait, c'est super important et on est super fiers d'avoir gagné ça. C'était incroyable. Et je me souviens un truc qui était le truc assez incroyable dans cette journée, en fait. On est arrivé sur la scène du coup pour faire nos balances, donc pour préparer nos retours et tout, et vérifier que tout fonctionnait bien. Et en fait, il y avait un petit autocollant, donc c'est ce qu'ils appellent des marqueurs en fait, pour préparer les scènes pour les autres artistes qui passent. Et du coup, il y a le nom des groupes. Et du coup, le petit marqueur là où il y avait le micro en plein milieu quand j'arrive, il avait marqué Justice. Ça, et du coup, à ce moment-là, tu fais. Ça, c'est là, beau, il y a ça. peut-être un truc qui se passe. Donc c'était. Non, c'est un peu souvenir. C'était vraiment impressionnant. Et t'en fais pas mal des festivals comme ça. C'est ça qui te pousse à sortir des sons, ça t'excite, ça, la foule? Ou est-ce que plutôt ça te stresse ou tu préfères être en studio? Ça, c'est une question que j'entends souvent en interview et que je me pose moi-même, mais pas ça me stresse, pas du tout. En fait, j'adore la scène. Vraiment, on adore partager les trucs. Et en fait, on adore aussi le studio. Enfin, on adore la scène en groupe, mais moi tout seul, j'adore le studio aussi. Parce que c'est vraiment le moment de création et c'est le moment où ce que j'ai écrit prend forme et s'écoute, tu vois. Et c'est un truc qui est assez magique aussi. Mais la scène, c'est incroyable. Et j'ai qu'une hâte, c'est que le projet sorte pour que les gens puissent connaître les morceaux et les chanter avec moi en live, quoi. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Très, très sympathique. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, Théo, merci d'avoir été avec nous. Donc, on remercie WT. Et n'oubliez pas d'aller mater le clip de La Piscine, c'est vraiment le feu. Et on a hâte de la sortie de ton projet, donc dans un mois ou deux, à suivre. Merci Théo. Aurélien, maintenant, tu vas nous parler de Yacine Bellatar. C'est un humoriste qui a des problèmes en ce moment. Absolument. C'est un humoriste qui fait actuellement beaucoup parler, non pas pour ses sketchs comme on pourrait le penser, mais pour une affaire judiciaire dans laquelle il est actuellement impliqué. Yacine Bellatar est en garde à vue depuis hier, mardi 26 mars, une garde à vue qui a été prolongée aujourd'hui même. La raison de ce prolongement, l'humoriste est visé par une enquête pour menace de mort et diffamation déclenchée après une plainte de Bruno Gaccio, ex-auteur des Guignols de l'info. Les deux hommes se connaissaient relativement bien. Ils avaient mené une collaboration ensemble en 2015 lorsque Yacine Bellatar avait dirigé la grosse émission diffusée sur Comédie+. Le producteur du programme n'était d'ailleurs autre que Bruno Gaccio. Malheureusement, la bonne entente inhérente à la collaboration de cette émission a tourné court. Les relations des deux hommes se sont dégradées. Particulièrement engagés politiquement, ils se sont adressés de nombreux messages insultant notamment sur Twitter. Yacine Bellatar serait par ailleurs accusé par le monde du spectacle de comportements menaçants ou humiliants. Certaines personnes ont parlé de relations professionnelles compliquées. De ces nombreuses accusations, l'humoriste n'assume qu'une partie seulement des propos reprochés. Il reconnaît avoir menacé des gens, mais conteste fermement les accusations de harcèlement professionnel. Hélas, cette affaire ne constitue pas un fait isolé. L'humoriste est en effet au cœur d'autres plaintes, cette fois déposées par des femmes ayant collaboré avec lui. Animateur radio sur l'antenne de Nova, Yacine Bellatar est un proche du président de la République d'Emmanuel Macron. Reste donc à savoir si ces affaires dans lesquelles il est actuellement impliqué entacheront son image ou s'il parviendra à retrouver une issue favorable à tout cela. Alors aujourd'hui, s'il y a une autre personne qui connaît de grosses difficultés aussi, c'est Theresa May, et notamment à cause du Brexit. Car vous l'avez sans doute entendu dans l'actualité depuis quelques mois, le Brexit est particulièrement mis à mal. Aujourd'hui, les parlementaires britanniques se sont réunis sur certaines propositions qu'ils veulent présenter à Theresa May pour modifier le Brexit. Parmi celles-ci, on peut notamment parler du maintien du Royaume-Uni dans le marché unique européen
ou la tenue d'un nouveau référendum, un nouveau vote des Britanniques par rapport au Brexit. Alors justement, autour de la table, pensez-vous que les décisions que je viens d'annoncer, si elles sont proposées à Theresa May, est-ce qu'elles peuvent être acceptées dans un premier temps et pourrait-il y avoir un nouveau référendum? Est-ce que les Britanniques pourraient voter à nouveau pour le Brexit? Je crois qu'il y a déjà eu un référendum pour... il y a beaucoup de référendums au Royaume-Uni. Je crois qu'il y a déjà eu un référendum pour dire si oui ou non ils veulent revoter pour le Brexit. Et je crois qu'ils ne peuvent pas, justement, ou alors c'est le Parlement qui a refusé à ce qu'il y ait un nouveau référendum. Je crois que ça a déjà été fait il y a 1 ou 2 mois. Donc je crois qu'ils vont pas avoir le choix de revoter ou pas le Brexit. En tout cas, de toute façon, le Brexit, c'est un peu depuis qu'il a été prononcé, en tout cas, c'est un sacré foutoir. Et de toute façon, elle a déjà annoncé qu'elle s'opposerait au choix des députés si celui-ci entrait en contradiction avec les engagements de son parti en faveur d'une sortie du marché unique et de l'Union douanière européenne. Donc, pour moi, la messe est dite. Elle a déjà clairement dit qu'elle allait s'opposer à ça. Pourtant, ces derniers jours, on voit une augmentation massive des manifestations dans les rues de Londres et notamment ceux qui sont contre le Brexit. Et il y a même des pétitions qui sont signées par énormément de Britanniques justement contre ce Brexit. Oui. Enfin, j'ai vu aussi qu'il y avait une pétition qui a recueilli près de 5 millions de signatures et que celle qui a initié la pétition a reçu un torrent d'insultes et tout. Enfin, il y a plein de pétitions qui sont faites, des marches, mais moi j'ai l'impression que peu importe le nombre de manifestations qui seront faites, il y aura un Brexit parce qu'il y a eu un vote pour ça et le jeu démocratique doit être respecté, tout simplement. Et du coup, deuxième question, selon vous, si dans le cas contraire, donc Theresa May refuse les propositions du Parlement britannique, est-ce qu'on pourrait en arriver, à force de repousser le Brexit, à son annulation et au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne? Est-ce que pour vous, c'est une solution qui peut être envisagée au vu des événements actuels? Personnellement, je pense pas. Moi, je pense qu'il y aura un Brexit. Theresa May, qu'on l'aime ou pas, c'est une dame de fer et elle ferraille dur pour ça. Donc, je pense qu'elle finira par l'avoir, son Brexit, tout simplement. Et moi, j'avoue que je ne sais pas trop l'issue qu'il peut y avoir quant au Brexit. Je rejoins totalement Cathy sur le fait qu'effectivement, Theresa May est une personne assez déterminée. Mais j'avoue que je ne suis pas très optimiste quand même quand on voit depuis plusieurs semaines cette spirale. On voit qu'on est dans une spirale de remaniement. On reporte le Brexit, on fait de nouvelles négociations. Donc c'est assez difficile de se projeter. Mais si le Brexit devait finalement être annulé, je pense qu'il pourrait... tout de même rester, le Royaume-Uni pourrait tout de même rester dans l'Union européenne. S'il devait en sortir, ce serait vraiment de son plein gré. De toute façon, il y a d'un côté l'Europe qui a ses prérogatives, qui a vu le Royaume-Uni sortir de la zone UE. Donc eux, forcément, ils veulent garder leurs prérogatives parce que c'est de leur faute si eux veulent partir. Et de l'autre côté, il y a le Royaume-Uni qui lui-même a ses prérogatives et ne veut pas lâcher l'affaire sur certains points. J'ai l'impression qu'ils s'en sortiront très rarement. Et là, est-ce que la date du report va être acceptée? De toute façon, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, peut-être que l'Europe va passer au hard Brexit et tout fermer. On verra. Parce qu'on a vu il y a quelques jours qu'il y a eu un report du Brexit qui a été proposé par l'Union européenne, mais qui est décalé seulement jusqu'au mois d'avril. Mais est-ce que vous pensez que ce report, ça va entraîner, selon vous, d'autres reports en fonction de la durée? Pardon. Donc je répète, on a vu récemment que l'Union européenne a proposé le report de la date du Brexit en mi-avril. Est-ce que ça laisse assez de temps pour... C'est ce que je disais tout à l'heure. Franchement, ce que je disais tout à l'heure, c'est la date du report. Elle va pas être éternelle. C'est-à-dire, on peut pas laisser à l'UE cette perspective que le Royaume-Uni est en train de se barrer concrètement pour finalement que eux, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et avec leur parlement, avec la première ministre, c'est le bordel, j'ai envie de dire. Donc on peut pas reporter successivement de la date, ça veut rien dire.
Donc on verra comment. En tout cas, c'est une fin ouverte. Quand on regarde un film et que la fin c'est une fin ouverte, on sait pas trop. Bah voilà, c'est ça. Ça peut être intéressant. Quoi. Et enfin, revenons à Theresa May. Alors on n'en finit plus de la voir ramer au sommet du gouvernement britannique. Est-ce que, selon vous, à force de maintenir son Brexit sans accord, elle peut perdre la tête du Royaume-Uni et son pouvoir ? Bon, moi personnellement, je trouve que qu'on l'aime ou pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une dame de fer. Elle subit des pressions autant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau du Parlement, des conservateurs ou des travaillistes. Et malgré tout, elle continue de batailler dur. Moi, je dis que si elle survit au Brexit, elle peut survivre à tout. Parce que c'est vrai, rappelons-le, mais c'est vrai qu'en ce moment, les Britanniques, ils ne la ménagent pas c'est ça. Au niveau des critiques. Elle a vu, ses secrétaires d'État l'a lâché. Depuis 2017, je pense qu'il y a eu une trentaine de personnes de son entourage ou du gouvernement qui ont démissionné. Elle subit plein de coups. Malgré tout, elle est debout, donc... Vive la rime aussi. Bref. C'est beau, c'est une belle conclusion. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Cathy, c'est pas mal. Okay. Bon, en tout cas, une affaire à suivre, comme je le disais. On reste dans le flou et dans une fin ouverte. C'est trépidant ce qui se passe au Royaume-Uni. Alors, on va sans transition parce que là, on revient vraiment complètement ici. On s'en va des États-Unis, du Royaume-Uni. Oui, excuse-moi. Dans plus d'une semaine démarre la CCE, c'est le plus grand événement étudiant de France, je crois qu'on peut le dire. Et pour en parler avec nous, on a Manon Rigal, qui est chef de projet de l'association Voile de Kedge à Marseille, la plus grande association de voile de France, étudiante en tout cas. Est-ce que vous êtes favori pour cette course, Manon ? Bien sûr, on l'espère. En tout cas, on a été prêts pour cette année. Donc, le départ a lieu dans à peu près 10 jours. Alors, nous sommes assez stressés. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la CCE, d'où elle part, ce que c'est concrètement ? Oui, alors donc la CCE, c'est la course croisière EDEC, donc comme tu en as parlé juste avant. C'est le plus grand événement associatif d'Europe. Ça a été créé en 1968. À l'origine, c'était une régate entre plusieurs écoles de commerce et maintenant, elle est ouverte à tout type d'écoles et aussi universités. Donc il y a 3 trophées, il y a un trophée mer, un trophée sable et un trophée terre. Donc nous en l'occurrence on se concentre sur le trophée mer. Et cette année en fait elle aura lieu au Sable d'Olonne, donc le 5 avril prochain. Et ce sera sa 51e édition. Et alors c'est quoi là ? Vous partez d'un point A pour aller à un point B, comme la route du Rhum, ou est-ce que c'est des régates Je me trompe. En fait, c'est une régate qui se déroule sur 7 jours. Donc, il y a plusieurs manches. Tous les jours, il y a une, voire 2 manches. Et donc, du coup, en fait, on prend les meilleurs des 6 premières manches pour les envoyer dans une grande finale. Alors, il y a différents types de parcours. On a des parcours bananes, donc c'est des parcours avec des bouées. Et après, il y a aussi un parcours côtier avec un port escale une fois dans la semaine. Où là, ce sont des parcours qui durent un peu plus longtemps, donc sur des durées de 4 à 5 heures. Donc voilà. Avec votre association, est-ce que vous avez le droit de participer justement à plusieurs courses en même temps le même jour, par exemple, à faire plusieurs équipages ? Oui, tout à fait. Alors il y a plusieurs types de bateaux qui participent à la course et en fonction du niveau des équipages, on est dans différentes manches. Et donc le but de l'association des voiles de Kedge, c'est d'envoyer le maximum d'équipages possible pour maximiser les chances de podium à la fin. Donc bien sûr, on fait en sorte de ne pas se retrouver dans les mêmes catégories. Donc là, on a cette année 3 équipages. Donc un équipage pro, un équipage avec 100% étudiant et un équipage 100% féminin. Et toi, tu fais partie de quel équipement ? Quel équipage ? Parce que tu auras un équipement de voile, mais c'est surtout dans un équipage. Je suis dans l'équipage 100% étudiant. Donc on a fait cette année appel à Tim Mourniac pour nous skipper le bateau. Et donc Tim Mourniac qui est vainqueur du Tour de France à la voile de l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on on espère pouvoir être à la hauteur des résultats sportifs des années précédentes.
Et du coup, j'allais vous demander, est-ce que toi, t'es une as de la navigation? Est-ce qu'il faut être un as de la navigation pour faire partie d'un équipage? Excusez-moi, Est-ce qu'il faut être un as de la navigation pour faire partie d'un équipage, ou est-ce qu'on peut, on peut arriver dans une association de voile sans rien connaître à la voile? Non, pas du tout. En fait, on recrute en début d'année dans l'association. Donc, à l'origine, l'association des voiles de quai, c'était 2 équipages qui sont regroupés dans un seul projet. Et ce n'est pas un refus de pouvoir avoir des compétences en voile, parce que justement, on a la chance d'être sur Marseille et d'avoir à disposition un bateau avec un skipper à l'année. Donc, on s'entraîne en fait toute l'année sur ce bateau, et on forme des étudiants qui n'ont aucune expérience dans la voile pour pouvoir les emmener à la CCE et vivre cette expérience unique au final, et très sportive. Alors, il n'y a pas que l'aspect sportif et l'aspect bateau, etc. Je crois que pour participer à la CCE, c'est quand même un gros budget. Est-ce que vous pouvez nous parler du budget? Comment vous pouvez parvenir à justement clôturer un budget comme ça qui est énorme? Oui, c'est vrai qu'il y a un budget conséquent, parce que forcément, il y a beaucoup de frais qui entrent en jeu, à savoir les locations de bateaux, le déplacement et les frais d'inscription aussi. Pour nous, on a aussi des frais d'entraînement. Donc, du coup, là, le budget pour cette année s'est élevé à peu près à 30-35 000 euros. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'au niveau des recrutements dans l'association, on attend avant tout des gens motivés. Donc, on fait de la recherche de fonds sous forme de démarchage auprès des entreprises. Donc on appelle tout au long de l'année les entreprises, on organise des rencontres avec des proches ou des personnes susceptibles de financer le projet. Et à côté de ça aussi, on fait appel à du crowdfunding, des financements participatifs à l'aide des réseaux sociaux. Donc c'est du Love Money, c'est ce qui fonctionne aussi pas mal. Des personnes qui nous soutiennent sous forme de dons financiers pour le projet. Et on organise aussi, en plus de ça, pour pouvoir boucler le budget des événements étudiants, des conférences, tout ce qu'on peut pour essayer de récolter un maximum d'argent. Ouais, des goûters crêpes. Comment arrivez-vous à démarcher des entreprises, je reste sérieux, des entreprises qui sont plus tournées maintenant vers le RSE plutôt que dans des événements étudiants? C'est sûr que c'est moins évident de démarcher pour un événement comme la course croisière EDEC, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de but humanitaire derrière, contrairement par exemple à un événement comme le 4L Trophy. Après, c'est pour ça que la plupart des associations étudiantes de voile essayent de s'orienter un maximum dans le RSE. Donc là, on a ouvert un pôle RSE qui met en place plusieurs démarches, comme par exemple des nettoyages dans les calanques. On fait des sorties avec des handicapés. On se rapproche aussi de certaines associations telles que la Ligue contre la sclérose en plaques pour pouvoir les soutenir pendant la course. Là, en l'occurrence, on a aussi une conférence qui va arriver avec M. Yvan Bourgnon qui soutient le projet Sea Cleaner, qui a pour but de nettoyer les océans et préserver la faune océanique. Donc, on essaie de faire comme on peut pour pouvoir faire en sorte de convaincre les entreprises à soutenir un projet sportif. Merci Manon, on vous souhaite bonne chance pour cette course croisière EDEC, c'est dur à dire. Voilà, donc on vous souhaite bonne chance et on va suivre ça de près. Très bien, je vous remercie. Allez, on termine cette émission avec le jeu sur les séries, parce qu'en ce moment c'est Lille Série Mania, on ne le dira pas assez je pense. Donc Rémi, un jeu sur les séries, c'est simple. Effectivement, donc comme vous en avez certainement entendu parler, Lille est la capitale des séries télé jusqu'au 30 mars. Et pour cette occasion, avec Aurélien, on vous a concocté un petit jeu autour des séries télé. Donc on va vous poser en alternance une question. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit tour de table pour savoir quelle est votre série télé préférée. Moi, c'est clairement Mentaliste ou Colombo, un des deux. J'adore Colombo. Et en fait, les deux séries se rejoignent beaucoup parce qu'ils ont un même impair, ils ont une même vieille voiture. Et Colombo, Mentaliste, voilà. Et si vous avez du mal à dormir, je vous conseille plutôt Colombo. Alors moi, je suis pas série du tout, mais j'aimais bien Cold Case. Je sais pas si vous connaissez ou pas. C'est une série policière. Ou Desperate Housewives. Ah oui, bien sûr. Ça c'est très Gabriel Solis. C'est un classique, voilà, c'est tout. Et Aurélien, ta série préférée?
Eh bien écoute, je te cache pas qu'il y a beaucoup de séries télévisées qui m'intéressent, mais je n'ai aucune préférence. Ok, donc on va commencer le jeu. Première question. Alors, je vais vous passer le générique d'une série. Il faudra le reconnaître. Alors, Armand et Cathy, je vous vois tourner dans le vide. J'ai l'impression que vous n'avez pas reconnu. Amicalement vôtre? Non, alors je vais vous donner des indices. C'est une série américaine qui est diffusée sur TFX. Beverly Hills. Non, Les Feux de l'amour. Non. C'est une série comique. Les héroïnes sont 2 femmes qui sont serveuses dans un restaurant. Ah, ça te dit un truc, Cathy? Pas du tout. C'est sur TFX, la chaîne française? Oui. D'accord. Ça passe tous les soirs à 19h. Sur... Actuellement 19h45, oui. Sur TFX? Ouais. Je crois pas que j'ai cette chaîne, hein. Faudra que je vérifie. Bon, du coup, vous n'avez pas la réponse. J'ai pas... Attends, c'est quoi, les 2 serveuses? Ouais, 2 serveuses dans un restaurant. J'en ai aucune idée. Sex and the City? Non, c'est Two Broke Girls. Alors, je sais pas si vous connaissez le nom. Deux filles fauchées. Non. Ça ne vous dit rien Non. C'est une série américaine qui date de 2015 et les 2 héroïnes en fait sont les 2 serveuses de restaurant qui tentent d'ouvrir leur propre boutique de cupcakes, sauf qu'il se passe de multiples rebondissements à chaque épisode. D'accord. Donc pas de points marqués pour cette première question, Aurélien. Oui, on repart sur une deuxième question. Est-ce que vous savez quelle série télévisée a réuni Tom Welling et Michael Rosenbaum? Qui sont ces gens? deux acteurs américains. Dr House? Non. Je vais vous donner je dis ça. entre trois choix. Mentalist, Smallville ou Lost? C'est Lost. Non. Smallville? Ouais, Smallville, ouais. Vous connaissez? Non, du tout. C'est une série de science-fiction américaine qui raconte... Superman, j'allais le dire. Ouais. Ça raconte la jeunesse de Superman et les 7 premières saisons ont été diffusées en France de 2003 à 2008 dans la trilogie du samedi sur M6. Oh, elle était formidable cette trilogie, formidable. Ouais, ça a bercé mon enfance. Et ensuite, elle avait été diffusée sur d'autres chaînes comme TF6 et W9. Et sur la trilogie du samedi, on retrouvait Phoebe contre les vampires et on retrouvait surtout The Sentinel. Est-ce que j'étais le seul à regarder The Sentinel? Ça m'est peut-être arrivé de regarder ça. The Sentinel. Personne n'a vu The Sentinel? Non. C'est celui qui voit super loin et qui entend super loin. Il a des sens développés. On s'en fout. Tu peux continuer, Rémi. Alors, donc, toujours 0-0 entre Armand et Cathy. La 3e question. Alors là, pour le coup, on va parler l'une des séries comiques les plus connues de la télé, avec Friends. Et justement, à la fin de la série, quel couple finit marié? Est-ce que c'est réponse A, Rachel et Joey, réponse B, Monica et Chandler, ou réponse C, Phoebe et Ross? Alors ça, je veux pas que tu me le dises parce que franchement, j'ai regardé toute la série, il manque les 3 derniers épisodes. Donc franchement, j'aimerais bien que ça reste secret, quoi. Non, tu peux le dire. Monica. Donc, du coup, je dirais Ross et... Non, vas-y, tu dirais... Monica et Chandler, c'est ça? Ben, la bonne réponse est pour Cathy. Effectivement, Monica et Chandler finissent par se marier. Donc ça fait 1-0 pour Cathy. Mais ils sont mariés depuis longtemps dans la série. Non, pas... Ben non, c'est vers les derniers épisodes, puisqu'avant, Monica avait eu plusieurs rencontres, notamment Richard, notamment avec sa moustache, avec lequel elle est sortie, mais sans se marier. Alors que Chandler, lui, il n'a pas eu autant de succès. Donc, nous sommes pour l'instant à 1-0 pour Cathy. Aurélien, prochaine question. Est-ce que vous savez dans quelle série télévisée à succès, on peut le dire, se déroule dans le lieu fictif Princeton Plainsboro? Dr House? Ouais, bravo, tu reviens dans la partie du coup. Ouais, c'est ça. C'était un coup de chance. C'était Dr House. J'allais vous donner la possibilité entre 3 réponses. C'est bien Dr House, ouais. C'est bien Dr House qui a été diffusé de novembre 2004 à mai 2012. Je m'y connais, Dr House. Ouais. Moi aussi. Je t'ai vu sur Wikipédia tout à l'heure, mais Donc ça fait 1 partout. Quel acteur ou actrice de Demain nous appartient a remporté Danse avec les stars? Réponse A, Clément Rémiens. Réponse B, Ingrid Chauvin. Ou réponse C, Alexandre Brasseur? Clément Rémiens.
Clément Régnès aussi. Ah, c'était facile. Donc, tous les deux, vous avez vous marqué le point. Donc, ça fait 1 partout. Et, Non, 2-1 pour Cathy. Ah oui. Ah non, 2 partout. Non, 2-1, j'ai répondu la première. Ouais, mais. Et j'ai répondu Dr House. Il a triché sur moi. Donc, ça fait 2 partout, autant pour moi. Et on finit avec la dernière question d'Aurélien. Est-ce que vous savez de quelle série sont extraites ces répliques? Elle a vraiment pas l'air d'aller très bien là. Faudrait que on ait un petit peu la pêche, tu vois, qu'elle sente la joie de vivre. Je vais te chercher un coca. Ok, wouh. Hey yo, t'es pas un fond, vous. Yo, la banlieue. Tiens, un super coca. Fais gaffe, ça pique. Ouah, le système américain. Tu as vu ce pchit? Incroyable. De la bulle, de la bulle. Ah, quelle sensation. C'est super la bulle. Tu sais Cathy ou pas? C'est une pub de Coca ou pas? Non. Ça parlait C'est de bien bulles tenté. et Une tout, série ok. française. C'est H. Ouais, c'est ça. C'est la série H qui a été diffusée de 98 à 2002 sur Canal+. Et donc, on termine ce jeu avec la victoire Non, d'Armand égalité. sur le score de 3-2. Et c'est avec ce jeu, du coup, que se termine cette émission et, par la même occasion, cette journée transmédia où, pendant 6 heures, les étudiants de Master Journalisme ont pris l'antenne. Nous vous donnons rendez-vous à partir de la semaine prochaine pour les émissions habituelles. D'ici là, bonne journée à tous et à toutes et bonne écoute sur Radio UC Lille.